Kalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Voilà, je l'ai annoncé tout à l'heure, on a l'honneur de recevoir Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes, c'est-à-dire, comme vous le savez bien, les résumés de quelques informations de la semaine. Il se passe énormément de choses en semaine et Jean-Marie Kassamba connaît ce qui se cache en dessous, d'où le nom de dessous des cartes, au-delà de ce que l'on voit à la télévision seulement. Il est dans les bureaux, il est dans les appels téléphoniques et il peut, comme le générique l'a dit, déjà nous prévenir à l'avance sur ce qui peut arriver. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour et bon week-end. D'abord, c'est qu'on n'a pas vu à la télé, mais on a vu quand même quelques extraits, une émission d'anthologie avec Redi Amissi, que j'ai annoncé également aujourd'hui. Votre ami Redi Amissi qui célèbre ses 40 ans de carrière. Absolument. D'ailleurs, hier, il a donné un grand concert au studio mythique Mamangebi pour célébrer ses 40 ans d'anniversaire, enfin de carrière musicale d'abord, où il a invité, depuis 30 ans, il n'était pas revenu au pays, Luciano de Mingongo, Jadot les Cambodgiens, Juna Dianana, qui est le papa de Gims et de Dadju, et il y avait aussi Pinos, le bassiste, l'éternel bassiste des Papa Wemba. Et j'ai eu l'honneur de présenter ces grands événements historiques avec Mamie Lela au studio Mamangebi hier. Beaucoup de monde, beaucoup d'émotions pour rappeler l'histoire de Viva la Musica de Redi Amissi, etc. Et d'ailleurs, l'émission que nous avons fait ensemble, c'est devenu complètement... Viral, très viral. C'est très des suivi. Confidences, il y a sa famille dedans. Oui, hier d'ailleurs, ses filles sont à Kinshasa. Ils sont venus témoigner. Et c'est pour la première fois d'ailleurs qu'on voit les enfants de Redi Amissi. Et pour l'anecdote, Redi Amissi est déjà grand-père parce que sa fille a déjà un fils. Et donc, et le fils était là. Donc c'est son petit-fils. Oui, le petit-fils de Redi Amissi, c'est deux sœurs, c'est deux filles. Que je connais parce qu'elle était bébé à Paris, elle a 30 ans maintenant, je l'ai portée, cette fille, avec ma fille d'ailleurs, Alexandra. J'ai vu, j'en ai entendu la de la poussette. Oui, la poussette porte de la Villette, au parc de la Villette à l'époque, oui, on était jeunes papa. Moi j'avais une vingtaine, enfin 23 ans, 24 ans à l'époque. Ça c'est très bien, Jean-Marie Kassamba. On croirait que c'est un moment de détente, mais votre vie, ce n'est pas le cas parce qu'en ce moment, vous avez énormément d'occupations. Dans mon journal de mercredi, on vous a vu comme ça dans 2-3 éléments d'ailleurs successifs. Jean-Marie Kassamba à gauche, à droite, puis même les analyses sur place. On va commencer d'abord par les plaidoyers que vous avez menés la semaine dernière pour Peter Tiani. C'est vrai que ce n'est pas un cas isolé. En ce moment, on a suivi le rapport de l'Observateur de droits humains. On a suivi Journalistes en danger. Oui. Les journalistes sont quand même sur un fil très dangereux en ce moment à l'approche des élections. Vous, en tant que président, section Kinshasa pour le moment, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? Écoutez, notre rôle, c'est d'abord en tant que responsable de la presse, notamment ici à Kinshasa, il y a plus de 3000 journalistes. Et Kinshasa, c'est le miroir du Congo. C'est représentatif de ce qui se passe à travers le Congo. Et donc, nous avons pris l'engagement d'encadrer les journalistes d'abord, les former. Comme vous aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs journalistes de ce pays, aimé et respecté comme tel. Un clin d'œil au cabinet du ministre Mouyaya qui m'a dit tout à l'heure tout le bien qui concerne Christopher Ochokoum. Il n'y a pas que, beaucoup de gens. Et donc, nous formons, nous encadrons
mais également nous protégeons les journalistes. Face à quoi? Parce que c'est un métier dangereux, enfin dangereux, exposé. Et quand on parle des choses parfois sensibles, ça touche les intérêts. Et pas seulement ici au Congo, à travers le monde. Et donc, nous avons comme rôle d'abord de faire appliquer l'éthique et la déontologie professionnelle auprès des journalistes, de rappeler que votre travail, c'est de donner l'information, de faire des analyses, de présenter les choses telles qu'elles se présentent, mais aussi de le faire avec beaucoup de courage et avec beaucoup d'indépendance. Parce qu'une démocratie, un pays où il n'y a pas la libre expression, où les gens ne peuvent pas s'exprimer, ce n'est plus de la démocratie. Et donc, depuis que nous avons été élus, nous avons pris cet engagement et nous nous battons chaque jour, contre les dérives, contre le brimade, contre parfois les exclusions. Et souvent, on nous écoute. Que ce soit les officiels, que ce soit les organisations, les partis politiques, les membres du gouvernement, l'administration. Parce que ce que nous faisons est bon. Et nous ne choisissons pas les camps. C'est-à-dire que vous soyez journaliste de l'opposition, de la majorité, que vous soyez une société civile ou même un journaliste tout court qui travaille pour les églises, c'est-à-dire les ONG, etc. Nous regardons d'abord qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sortir des griffes. Et Peter Tchani, c'est le dernier exemple du genre. Il n'a fait que son travail de tweeter, de s'exprimer, de dire des choses. Parfois, il utilise un style un peu plus... engagé, comme il s'appelle, journaliste engagé. Oui, mais c'est aussi, on va dire, une posture. Hein, vous allez en Europe, aux États-Unis, il y a des journalistes très engagés. Par exemple, pour la protection de l'environnement, on les appelle les lanceurs d'alerte. Tout à fait. Vous voyez, l'Américain qui est aujourd'hui réfugié en Russie, eh ben, il est traqué par les États-Unis parce qu'il a annoncé des choses, il a sorti des choses qui dérangent. En Europe, il n'y a que ça tous les jours. Et donc, chez nous, on n'a pas encore la culture d'accepter qu'un journaliste dise, écoute, par exemple, il y a un scandale en ce moment d'une société qu'on a créée en RDC à 20 000 $, c'est-à-dire la RDC a payé 11 000, la fameuse société qui vient investir chez nous 8 000 $, qu'on a signé pour 25 ans. Primera. Et avec un monopole d'exploitation des matières premières. C'est un scandale du siècle. Ça veut dire que, d'abord, nous qui enseignons l'entrepreneuriat, pour qu'une société soit crédible, pour gagner un marché ou pour postuler à quelque chose, il faut un minimum d'assises financières. Comment voulez-vous créer une société à capital de 20 000 $ et vous allez signer des contrats de plus de centaines de millions de dollars? Et un journaliste qui parle de ça, ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas mauvais. Et donc, on fait ce travail, on continue à le faire parce que on le faisait au niveau de la ville de Kinshasa. Maintenant, nous sommes déterminés à étendre ce travail au plan national parce qu'il y a des besoins sur l'ensemble du territoire. Ça, on va en parler. Mais avant, on retiendra de ce que vous venez de dire tout à l'heure, que vous n'interpellez pas seulement les journalistes qui doivent respecter leur travail, qui ont des devoirs mais aussi des droits, mais toutes les autres parties doivent respecter aussi les règles du jeu. C'est-à-dire un politicien ne doit pas être vexé qu'on dise ce qu'il a pourtant fait. Bien évidemment, mais c'est ça le règle du jeu. Lorsque vous êtes acteur politique, économique... on va parler de vous. Mais bien évidemment, c'est pas pour rien qu'on publie votre nomination. C'est pas pour rien qu'il y a de la redevabilité. C'est pas pour rien qu'il y a des textes qui vous lient à la société, qui vous lient à l'organisation. Même si vous êtes dans une ONG, vous avez affaire à l'opinion, vous avez affaire aux consommateurs, vous avez affaire aux gens qui vous observent, qui vivent autour de vous. Et donc, les gens doivent s'exprimer sur ce que vous faites. Parce que ça touche leur vie. Ça touche, il y a des conséquences. Vous êtes directeur général d'une société. Vous gérez mal. Vous prenez l'argent de la société, vous faites autre chose avec. Et vous ne voulez pas que la presse en parle. Vous ne voulez pas que les employés en parlent. Vous ne voulez pas que l'État vous demande des comptes. Mais sur quelle planète vous êtes? Et chez nous, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, les gens veulent qu'on les laisse faire des choses calmement, comme ils entendent,
pourvu qu'il se retrouve. Et si un journaliste ou un observateur tout court essaie de dire, messieurs, mais ce que vous avez fait là, ça ne correspond pas aux règles de vie en société, les textes qui nous régissent ne disent pas ça. Ah non, 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 ingérence dans l'avion, ce n'est pas ingérence du tout. Diffamation, non, ce n'est pas diffamation. Du moment où vous avez fait des choses avérées, nous avons droit de les dire et de les faire savoir. Alors, ce travail, Jean-Marie Kassamba, vous l'avez très bien fait au niveau de Kinshasa. Vous avez mis tout le monde d'accord, il n'y a presque pas de voix dissidente jusque-là, mais vous avez l'ambition, comme vous venez de le dire tout à l'heure, de vous étendre, c'est-à-dire d'œuvrer maintenant au niveau national, et cela passera par un congrès qui va avoir lieu incessamment. Oui, c'est-à-dire que moi, je voyage beaucoup à l'intérieur du pays. Dès que j'arrive dans une province, les compatriotes, les journalistes d'abord, puis la population, disent « Ah oui, on voit ce que vous faites au niveau de Kinshasa. Est-ce que ça ne vous dit pas de vous occuper également de la province ?» Regardez ce qui se passe à l'Est. En ce moment, à Lubumbashi, il y a énormément de problèmes. Au Kassai, il y a des problèmes. À l'Équateur aussi. Et ces gens-là, ce sont les leaders d'opinion. C'est un quatrième pouvoir. Il faut qu'il y ait une voix qui protège ces gens. Une voix qui fait savoir aux officiels, aux gouverneurs qui arrêtent des journalistes, qui ferment les médias, qui commettent des fautes et qui ne veulent pas qu'on en parle. Il faut qu'il y ait une voix au niveau national pour dire, écoutez, le correspondant qui est dans votre province nous a fait savoir qu'il y a telle situation, ce n'est pas normal. Et donc, nous allons faire ce travail, nous allons solliciter la confiance, comme l'opinion et surtout les journalistes nous font confiance au niveau national désormais. Nous sommes en préparation en ce moment de l'Assemblée générale au niveau de Kinshasa pour faire un petit point sur ce que nous avons fait au niveau de notre comité de Kinshasa. Nous préparons dans une quinzaine de jours le congrès extraordinaire qui va se tenir à Matadi. On fera un petit déplacement à Matadi pour identifier les endroits, etc. Et nous allons convoquer une centaine, à peu près 150 personnes au niveau de Matadi pour organiser ces congrès. Les textes sont déjà peaufinés, harmonisés avec les comités scientifiques. Maintenant, on va faire ces congrès sur 2-3 jours, terminés pour restructurer notre organisation. Pour que la presse dans ce pays soit véritablement un quatrième pouvoir. Nous avons fait les états généraux de la presse et de la communication et je salue le ministre Amouyaya qui est déterminé pour faire ce que Félix Tshisekedi, président de la République, avait dit, la salubrité médiatique. Il y a trop de brebis galeuses, il y a trop de gens qui s'improvisent journalistes, il y a trop de bévues. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça et nous sommes déterminés à le faire. Ça, c'est très bien. En tout cas, au niveau de la presse, on est d'accord que ça aura lieu, je crois bien au mois de septembre, déjà avant la fin de l'année. D'ici fin septembre, ça sera terminé. Mais l'autre rendez-vous, je vais vous poser quand même discrètement la question, Jean-Marie Kassamba, comme on est en train de parler de congrès, d'organisation, qu'en est-il des élections de la fin de l'année? Est-ce que vous avez changé d'avis? Vous pensez finalement qu'on pourra tenir l'échéance en décembre? Écoutez, il suffit de rembobiner les bandes, ou de revoir les bandes de tout ce que nous avons eu, nous deux, comme échange ici dans les dessous des cartes. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas élection. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des élections. Je suis le premier à souhaiter qu'il y ait élection. Mais l'analyse des faits, des événements, des circonstances, un bon observateur depuis 2 ans pouvait déjà vous dire qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui font qu'on risque de ne pas avoir des élections le 20 décembre prochain. Pour quelles raisons? D'abord, pour organiser des élections, il y a des impératifs, ce qu'on appelle les préalables. J'avais reçu ici le président de la CENI qui évoquait l'un de ces préalables, c'est-à-dire les moyens logistiques et financiers. Jusqu'à aujourd'hui, il éprouve des difficultés pour avoir ces moyens logistiques et financiers. Ensuite, il faut la programmation des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Le calendrier, ce qu'on dit en calendrier électoral, repose sur des choses essentielles. Il faut commander du matériel, il faut planifier les opérations, il faut recruter, former les hommes. Et en même temps, il faut asseoir tout ceci sur une fondation crédible. La loi électorale, la confiance des acteurs et, ma foi, une espèce de paix sociale qui doit s'installer.
Et donc, si vous mettez tout ceci dans un même bocal, vous secouez, vous ne sortez pas des élections. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui se sont déjà inscrits pour devenir des députés, provinciaux, nationaux, etc. On va faire bientôt pour les... Le président de la République. Mais est-ce qu'en contrepartie, tout le monde est d'accord sur la loi électorale? Pas vraiment. Est-ce que la grande partie, parce que vous allez me dire qu'il ne faut pas l'unanimité, mais est-ce qu'il y a un minimum de consensus, par exemple, sur le texte qui va mettre tout le monde d'accord sur le résultat, par exemple, le fichier électoral? Il pose problème. Et nous avons un pays continent. Vous avez vu les difficultés que nous avons eues pour les machines, pour ce qu'on appelle les BTC, là, pour enregistrer les gens, etc. Des candidatures. Les cartes même d'électeurs qu'on a distribuées auprès des gens, ces cartes posent problème encore. C'est l'un des points le plus important. Ensuite, vous avez vu qu'il a commencé de balais diplomatiques, très discrètement. Il y a même les gens du Congrès américain qui étaient de passage ici il y a quelques jours. Le président les a reçus. Mais les ambassades, l'Union africaine, l'Union européenne, si vous écoutez ce qu'ils disent aux officiels lorsqu'ils viennent ici, c'est... Dans un premier temps, ils manifestent ce qu'on appelle l'envie, le souhait. Nous souhaitons que le processus électoral soit fait dans les règles de l'art, dans les délais impartis, inclusif, transparent, etc. Ça, ils le disent parce qu'ils ont déjà ces éléments que moi je suis en train de vous dire. Mais bientôt, vous allez voir qu'ils vont monter des camps. Il y aura maintenant des communiqués qui vont dire, au vu des résultats, ou plutôt de la situation qui prévaut dans votre pays, avant d'aller au casse-pipe, mettez-vous d'accord, et nous sommes prêts à jouer les intermédiaires, les effets de médiation, etc., etc. Or, on pouvait éviter tout ceci bien avant. C'est-à-dire quoi? 1. La transhumance qu'il y a eu tout au début, c'est-à-dire la majorité des députés qui ont, pas violé, mais transgressé ce qu'on appelle le texte fondateur même de l'élection d'un député. On ne peut pas quitter sa famille politique pour aller dans l'autre famille politique en pleine législature. En cours de mandat, en cours de législature. Ils l'ont fait. De deux, la mise en place du président de la CENI, ça posait problème. L'église catholique, l'église protestante, tout ça jusqu'à aujourd'hui ne sont pas d'accord. Ce sont les églises majeures. Et enfin, la composition du bureau de la CENI. Les gens qui sont partis représenter l'opposition, ils n'ont pas eu mandat de leur plateforme. Mais on a fait quand même ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Bon, on avance, c'est pas grave, ça va passer. Au Congo, ça s'est toujours fait comme ça. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Soit on fait un forcing. Si on doit ajouter à cela la Cour constitutionnelle, la loi électorale que vous avez évoquée tout à l'heure, ça fait vraiment... Et donc, d'une manière sereine et d'une manière un peu calme, si on fait des analyses anticipatives, on peut dire non, on risque de ne pas avoir les élections le 20 décembre. Mais ça ne sera pas la première fois. On devait avoir les élections en 2016, on n'a pas eu les élections en 2016. Les Congolais se sont mis autour de la table, ils ont fait ce qu'on appelle les dialogues, ou si vous voulez bien les conciliabules. Ça fait 2 ans de transition, on a eu des élections en 2018, on a eu un président, etc. etc. C'est le cas aujourd'hui. Ça arrive d'avoir l'administration. Aujourd'hui, les deux partis n'osent pas le dire parce qu'on aimerait bien que sinon, voilà. Vous avez peur des élections. Oui, le pouvoir ne veut pas dire que je suis coincé pour ne pas faire les élections. Parce que de l'autre côté, on va dire, oui, tu vois, on disait que tu n'es pas capable de faire les élections. Et donc, on tente dedans. Ceux qui sont en face, ils disent, bon, nous, on ne va pas dire qu'on a besoin du dialogue, parce que le pouvoir va dire, vous voyez, ils cherchent des dialogues pour partager le pouvoir. Donc, c'est l'édito de ce matin, d'ailleurs, de mon ami Nawej, que je trouve extraordinaire, c'est le silence des cathédrales. Dans la classe politique, personne ne dit rien. En parlant des silences, justement, j'aimerais avoir des nouvelles de quelqu'un, notamment Joseph Kabila. On a vu, quand vous parliez de balai diplomatique tout à l'heure, on a vu recevoir les sénateurs, les responsables, en tout cas les derniers fidèles, et après, plus rien. Oui, c'est... Il est devenu sphinx aussi un peu, hein, Joseph Kabila, en la matière. Non, il a une posture responsable.
Mais il travaille beaucoup. Il reçoit énormément. Tous ces gens qui viennent le rencontrent d'une manière ou d'une autre. Il correspond avec eux. Il est, je pense, dans une posture de construction, d'apaisement. Parce que ce pays n'a pas besoin de crise. On est tellement fragile qu'il suffit d'un petit rien. Ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe ailleurs, ça peut être pire. Et les pays voisins n'attendent que ça. Pour que ça pète, et puis chacun va prendre son morceau. Donc, lui, connaissant un peu tout ceci, il est en train de vouloir travailler sur la sérénité pour que les choses se fassent plutôt dans le sens de la construction de la RDC, pour que les institutions restent stables, pour que les Congolais s'entendent et s'écoutent. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'aller dans ce sens, de mettre des passerelles. Je pense que le président Tshisekedi a déjà commencé à faire ce travail, on va dire un peu calmement. On va aboutir à quelque chose de constructif. En parlant Mais de Joseph travail, Kabila ne dort pas à Kachamata dans sa ferme. Non, il travaille beaucoup. en parlant de D'abord sur travail le plan scientifique, vous savez qu'il a fini sur sa thèse. en Afrique du Sud, Absolument, ça c'est bon. absolument. Il va publier des mémoires aussi? Oh là, c'est Pas pas la encore, mémoire, c'est la très tôt. thèse. C'est Non, la des thèse. mémoires genre des 18 ans. Son livre est pris, c'est terminé. Ok. Il a écrit un livre plein d'anecdotes et surtout beaucoup de, on va dire, de prospectives. On aimerait bien lire ça. Comme Ah on oui, est en c'est train de un parler- livre, il y a beaucoup de vérité dedans. Comme on est en train de parler des travaux, il y a un grand événement qui a eu lieu en Afrique du Sud hier, pour parler que de la journée d'hier d'ailleurs. On a ajouté quelques pays membres au groupe des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Oui. C'est un groupe de pays au monde qui a de plus en plus d'influence, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup senti la RDC qui pouvait pourtant jouer un rôle important. Parce qu'il y a des drapeaux déjà dans l'Est du pays, des gens qui manifestent parfois avec le visage de Vladimir Poutine, le réclamant pour qu'ils viennent stopper l'invasion des M23 et tout ce que vous voulez de l'autre côté, comme c'est un peu le cas dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le monde change, monsieur Chokoum. Le monde change alors radicalement. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les blocs. Les blocs de l'Est avec l'URSS et les blocs de l'Ouest avec l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et les pays d'Europe occidentale, etc. Et il y avait ce qu'on appelle les tiers-mondes. Les tiers-mondes, c'était la Chine, l'Inde et beaucoup de pays pauvres qui s'étaient retrouvés en 1955 à Bandung pour parler un peu, je dirais, des intérêts des petits. Pendant plus de 60 ans, le monde a été géré par l'Occident, qui a fait perdurer la colonisation sous forme, on va dire, du Fonds monétaire international, sous forme de la Banque mondiale, sous forme de coopération, on va dire, structurelle. Moi, j'ai fait mon diplôme de troisième cycle sur la coopération entre l'Union européenne, c'est à l'époque CEE, donc Communauté économique européenne, ACP, Afrique et Pacifique. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Et on a appauvri les gens avec ces systèmes Occident, pays du tiers-monde. Depuis une vingtaine d'années, je veux dire après la chute du mur de Berlin, la Chine, l'Inde, le Brésil se sont réveillés. Les dragons de l'Asie se sont réveillés pour créer quoi? L'alternative à ce qu'on peut appeler l'ordre du capitalisme occidental. Et ça s'est fait maintenant avec le BRICS. Le BRICS aujourd'hui, c'est 40% du commerce mondial, de richesse mondiale. C'est les pays émergents. On appelle maintenant le Sud global, c'est le terme qu'il faut retenir. Le Sud global, le BRICS. Et ça va aller crescendo. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la Chine, par l'Inde, par la Russie. Et le Brésil est derrière. L'Afrique du Sud sur le continent. Et il vient s'ajouter 6 pays, dont l'Arabie Saoudite, premier producteur du pétrole, etc. On a puis l'Égypte, l'Éthiopie aussi en Afrique. Bien évidemment. Et donc, on est en train de dédollariser l'économie mondiale. Parce que l'économie mondiale était dominée par le dollar. Avant, c'était l'or.
c'était devenu le pétrole. Le pétrole devait être acheté en dollars. Et les dollars, c'est ça, la domination du monde. Et c'est comme ça que les États-Unis étaient la grande puissance mondiale. Parce que c'est leur monnaie. Le BRICS a inversé les choses. Et vous allez voir que, voilà, ce pays, vous avez Poutine, vous avez Ramaphosa, vous avez Xi Jinping, vous avez... Voilà les gens qui vont changer, qui sont en train de changer le monde. Et la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est la signification de cela. Parce que Poutine, après avoir chassé l'Occident en Syrie, en Afghanistan, aujourd'hui, il est en train, Poutine, de les chasser de l'Ukraine. Et accessoirement, vous avez dit dans votre journal, les jours où c'est arrivé, l'Occident a essayé de manipuler Prigojine pour perturber Poutine. Il vient d'être châtié sévèrement par Poutine parce qu'il devait trahir en fait l'élan qu'avait pris la Russie. Et donc ce qui se passe avec le BRICS, c'est une dynamique que nous devons absolument rattraper, au sein de laquelle nous devons nous insérer. Pas avec de la timidité, mais il faut y aller avec du puissance 10. Regardez l'Algérie. Ils grattent même avec ils veulent entrer tout de suite. Parce qu'il y a eu une forte demande. J'ai vu le Nigeria, le Venezuela. Et donc, la RDC a tous les moyens de faire partie du BRICS le plus rapidement possible pour faire quoi dans le BRICS? Mais valoriser nos matières premières, valoriser notre espace, notre écosystème. Félix Tshisekedi vient de participer au Brésil à ces sommets sur la défense de l'Amazonie, mais nous avons le bassin du fleuve Congo. Et donc, le BRICS, c'est une chance pour nous. Il faut, en tout cas, et c'est le conseil que je donne, dédier une équipe rapide des spécialistes en géostratégie, en vedette, comme disent les anglophones, au sein du BRICS, avec un envoyé spécial de la RDC. Une équipe qui doit travailler pour notre adhésion au BRICS, rapidement, et vous allez voir que ça va se faire aussi vite. L'endettement que nous avons avec les systèmes de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, l'Union africaine ici avec la Banque africaine de développement, tout ceci nous plombe terriblement. Même nos minéraux que nous avons ici, nous n'avons même pas, M. Tchokoum, le contrôle d'un dixième de ce que nous avons comme richesse. On ne produit pas nous-mêmes, on ne transforme pas nous-mêmes, on ne gère même pas le prix, comme font les pays pétroliers. Or, le BRICS, c'est du cash. C'est la Chine, du cash. C'est l'Inde, du cash. C'est la Russie qui vient vous booster un tout petit peu pour sortir de la dépendance, etc. Nous devons faire ce travail sans sourciller. Mais malheureusement, nous avons encore dans notre pays des bras cassés. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Les gens qui ont peur. Les gens à qui on miroite un petit visa. Les gens à qui on dit, voilà, on va te donner un petit appartement quelque part. Signez ici. Il signe. Établissez tel partenariat. Il le fait. Et on nous verrouille pour longtemps. Ça ne veut pas changer. Et donc, Primera. Oui, mais c'est ça la signification même. Ce scandale de Primera, c'est ça la signification même. C'est-à-dire qu'on arrive chez un Congolais, il est chez lui, on lui tend des promesses de commission, rétro-commission, il signe pour 25 ans. Et il s'est dit dans sa tête, oui, je vais signer, de toute façon, Mokango, Eskangamouta Bongisango, Nazop Opar Nangai, Natambola. Et c'est que vous voyez qu'ils prennent des miettes pour faire des petits appartements ici, dans une capitale sans urbanisme. Ils achètent des maisons à Dubaï où il ne peut pas vivre. Il va acheter à Bruxelles, à Londres. Dès qu'il y a un petit problème, on sort ça dans la presse et on les confisque par ces gens-là qui vous ont autorisé à acheter. Il faut qu'on se réveille. Le BRICS
c'est la chance offerte à l'Afrique pour une émergence rapide. Vous savez, l'Occident avait développé beaucoup de thématiques pour nous endormir. Dans les années 70, c'était la coopération. Dans les années 80, c'était l'ajustement structurel. Dans les années 2000, PPTE. Et depuis quelque temps, on vous apprend quoi? Le pays émergent. Il faut être dans l'émergence. Tout ceci, c'est soporifique, comme on dit, ce sont des anesthésiens. Et pour preuve, j'ai discuté avec un responsable de très haut niveau, au niveau de la justice de notre pays. Il fait une réunion avec les membres de l'Union européenne. Enfin, très haut niveau. Hein? Et il dit, voilà, moi j'ai envie d'avoir un siège pour la structure, l'institution de la justice, pour l'administration de la justice, etc. La délégation lui dit, oui, oui, on va vous accompagner, il n'y a pas un problème. On vous enverra 26 000 $. Oh, c'est véridique. Et il y a une ambassade à la place qui dit, on vous fait un petit virement de 4 000 $. Et on a à un moment donné offert même à la police 4 Tolgou-Olki. Et on préfère venir avec caméra, et on fait des déclarations. Encore des ordinateurs portables. Oui. 4 ordinateurs. Ou bien on vous organise un séminaire dans un hôtel de la place à 2 000 $. On appelle ça renforcement des capacités. Un peu de petits fours, quelques photocopies, un peu de diapositives. Et venez vous asseoir durant toute la journée, pause café, ensuite des grands maximes. On vous raconte que voilà, pour vous développer, il faut ceci, les communautés, etc. Vous avalez tout ça. À la fin, on vous donne une attestation, vous rentrez chez vous à la maison. Et pendant 30 ans, ça a été comme ça. Au même moment, les Chinois se forment techniquement, technologiquement. L'Inde vient d'envoyer le satellite. Les Chinois copiaient leur technologie pour faire des avions, des bateaux, renforcer leur armée. Et nous, on nous dit non, 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 gardez tout ceci pour la postérité, touchez pas à votre pétrole, touchez pas à votre sous-sol, etc. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va dépiécer encore le continent. On va dépiécer encore, on va exploiter à suffisance et ça ne va pas s'arrêter. Mais face à ce vent, oui, est-ce que l'Occident ne va pas réagir d'une manière ou d'une autre? Parce que vous avez dit qu'ils ne manquent pas de ressources. Ils ont commencé depuis les années 60, ils ont pris l'habitude. Ils respirent un peu grâce à ce qui se passe ici. Est-ce qu'ils vont laisser faire ce groupe qui est en train de monter de plus en plus en puissance? L'Occident réagit. Toutes les guerres que vous voyez, M. Chokoum, ce ne sont pas les guerres, on va dire, idéologiques. Ce sont des guerres économiques. Dans les années 60, les coups d'État qu'il y a eu, c'est souvent quand les gens voulaient s'exprimer pour leur autodétermination. Mais les gens comme les Lumumba, ils ont été tués pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était méchant, Lumumba. C'est parce qu'on ne voulait pas que les richesses du Congo soient gérées par les Congolais eux-mêmes, ou plutôt que la Russie, ou tel l'URSS à l'époque. On dit Lumumba communiste. C'était pour que nos richesses n'aillent pas sous le contrôle de Russes. Pourquoi on a encouragé Tshombe à faire les coups d'État? C'est pour, plutôt la sécession, c'est pour que les richesses du Katanga soient gérées par les Belges, notamment la Société Générale de Belgique, les libéraux belges, etc. Pourquoi on a, crucifié Mobutu? C'est parce que Mobutu, dans les années 72, 73, il a zarianisé, il a récupéré les richesses nationales pour redistribuer aux Congolais, même si ça s'est mal géré, parce que les Congolais ont consommé au lieu de transformer. Et il a fait le premier discours Mobutu dans les années 76, 74, 76 aux Nations Unies, où il rappelait tout ce que je viens de vous dire. Et ces malheurs ont commencé. 78, on lui a créé la première opposition, les 13 parlementaires,
pour montrer le côté machiavélique et le côté diabolique de Mobutu, etc. Et l'opposition de 1980 jusqu'à son départ, c'était pour entretenir ces cafouillages. C'est cette façon-là que l'Occident essaye de faire la guerre pour empêcher le développement. De quelle manière? Lorsque vous avez l'éveil de conscience, on tape sur la personne qui vous éveille, on le diabolise et on utilise des systèmes parallèles, ce qu'on appelle les ONG, des défenses des droits de l'homme. On crée des scénarios. Ou on crée des scénarios. Parfois même des assassinats. Où on crée, oui, des assassinats, on crée des oppositions, on encourage les opposants, etc. Est-ce qu'on devrait avoir peur pour ces jeunes vaillants dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, ces jeunes que l'on adule de plus en plus dans le continent, est-ce qu'on devrait avoir peur pour eux? Bien dans sûr. les prochains jours? Mais Thomas Sankara a été tué pour ça. Sankara était le seul à avoir dit à Et on n'est pas allé chercher loin. Non. C'est l'assassin, c'est... Mais c'était Blaise Compaoré, son frère alter ego, avec lequel ils ont fait la révolution. Mais on cherche toujours à côté pour éliminer. Vous savez que l'Occident ne tue pas directement. Il cherche toujours dans l'entourage. On arme le bras d'à côté pour exécuter effectivement le péché. Non, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une prise de conscience collective. Mali, Burkina Faso, Niger aujourd'hui, il y a eu la Guinée qu'on a créée avec... certes, ça passe par les militaires d'abord, parce que les militaires, bon, ils sont radicaux, hein, ils font ça tout de suite. Mais il y a beaucoup de civils, comme Songo, par exemple, au Sénégal, comme à Côte d'Ivoire, Blé Goudé, il y en a suffisamment, même dans notre pays, il y en a. Mais les suiveurs, les mous, c'est eux qui empêchent que les choses avancent. Parce qu'on va les utiliser. On va dire, bon, celui-là c'était un illuminé, il ne faut pas suivre ce qu'il dit. Hein. On a toujours traité les gens qui sont avant-gardistes comme des illuminés. Songo, par exemple. Mais pourquoi on dit à Macky Sall de l'arrêter, de détruire son offre, plutôt de résilier de dissoudre plutôt son parti? C'est parce que les idées des Songo sont des idées révolutionnaires. La France contrôle l'Afrique de l'Ouest depuis plus de 100 ans. Il y a même la monnaie là-bas. France CFA, oui. Produit de l'autre côté. Oui, produit à chamalière là-bas, etc. Et c'est en train un peu de changer. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle des révolutions sanglantes. Il faut, dans la tête des gens, est-ce que vous trouvez que c'est normal, M. Ochokoum, dans ce pays, 1000 partis politiques, c'est aberrant. 1000 partis politiques. Quand Joseph Kabila était là, il y en avait 500 ou 400. On a fait le double. Mais pour gérer quoi? Pour aller au palais du peuple, s'asseoir et commencer à dire qui est pour, qui est contre, et puis consommer un peu de trésor public. Alors que les finances, c'est-à-dire les banques, c'est les Kenyans qui gèrent. Principalement. Il y a les Kenyans, il y a l'Angola, il y a le Nigeria. Oui, qui gèrent les finances. Vous allez dans les mines, ben ce sont les Chinois et quelques Indiens. Et aujourd'hui, allez au Katanga, il n'y a que ces étrangers. Vous allez aujourd'hui dans l'économie, la restauration, la grande distribution, tous les supermarchés, c'est les Indiens. Pire, dans les pièces détachées. Allez à Kimpanza, ici à Kinshasa. Ce sont les Nigériens qui récupèrent nos vieilles voitures en nous, qui les dépiècent, qui lavent ces pièces, qui les mettent dans le petit. Et que le Congolais, il vient, il achète ces pièces, il met dans sa voiture. Et le Nigérien, il va à Dubaï, il achète des copies, il vient avec ici, il va au même Congolais. Vous allez aujourd'hui, même pour les beignets, c'est les Chinoises qui arrivent à Kinshasa qui prennent vos beignets de Kinshasa. Ils ouvrent dedans, ils mettent les matembe dedans, ils vous vendent ça. Là, on a les églises. Oui, mais vous avez les églises pour faire le mensonge et des incantations. Les fausses promesses. Venez prier chez moi, vous allez aller en Europe, vous allez avoir un mariage, vous allez avoir du travail, dans votre famille, on ne va pas vous ensorceler. Et ça pullule partout. Vous pensez qu'on peut se développer avec ça? Non.
Karl Marx parlait de l'opium du peuple. L'opium. Et donc, s'il n'y a pas une prise de conscience qu'on ne développe pas un pays avec les églises et les partis politiques, on ne développe pas un pays avec des conciliambules politiques, avec les élections. Aucune élection ne peut développer un pays. Ce n'est pas parce que vous allez organiser des élections que vous allez donner, améliorer le social de vos compatriotes. Vous allez faire des promesses, des fausses promesses que vous ne pouvez pas réaliser. On va vous diaboliser juste après. Parce que vous n'avez pas la capacité financière, productive, d'échanger la vie des gens. C'est ça la vraie réalité. Regardez la Gombe ici, la commune de la Gombe. Aujourd'hui, elle appartient à 80% aux Indiens. On achète des bâtiments, parfois même des bâtiments de l'État. On les transforme. On fait des immeubles dans lesquels les Congolais ne peuvent même pas louer parce que ça demande de l'argent. Et l'État même loue ces immeubles, s'endette auprès des Indiens qui sont venus chez nous il y a moins de 10 ans. Parce que ces Indiens n'étaient même pas là, ils étaient au Kenya, ils étaient en Tanzanie, ils étaient dans d'autres pays. Quand ils ont vu qu'une capitale de 15 millions d'habitants, il y a de la consommation, ils sont venus ici, ils ont identifié qu'est-ce que veulent les Congolais. On veut danser, boire. Alors, ils vous ont fait des lounge bars. Et même, ils sont musulmans, au Tamoul, ils ne boivent pas l'alcool. Ils prennent les Congolais, ils vous font des bâtiments. Parfois, on ne sait même pas ce qu'il y a entre... on prend l'ascenseur, on arrive au-dessus, mais on ne sait pas ce qu'il y a... Ils s'en fichent, le reste. Ils vous font au-dessus, ils vous mettent de la déco, ils vous mettent du bruit, des écrans, et vous vendent du whisky, parfois de mauvaise qualité, qui est fait ici à Limité. Et vous allez voir que des gens responsables, ils quittent l'administration publique, ils vont là-bas, ils s'assoient. Ils se saoulent, ils insultent les institutions, et puis ils rentrent chez lui à la maison. Ils font comme ça de mère en fille, de père en fils, et les Indiens encaissent. Et au lieu de prendre cet argent pour le mettre dans le système financier, il faut évacuer des conteneurs de billets à l'extérieur, où ils les stockent chez eux en thésaurisation. C'est ça que j'avais dit la fois passée. Allez chez des gens ici à Kinshasa, il y a des millions de dollars qui traînent. La Banque centrale cherche des devises, ces devises se trouvent chez des gens. J'avais dit, si jamais, je dis bien, si jamais le président de la République prend la résolution de sortir une mesure, interdiction de stocker l'argent chez soi à la maison, on perquisitionne, si on vous trouve avec l'argent chez vous, l'État congolais met la main dessus. Le lendemain, la Banque centrale aura suffisamment de devises. Et la monnaie nationale va être stabilisée. Ils ont mis 150 millions de dollars, ça fait pchit, le taux est en train de monter. Parce que l'économie, on ne fait pas en y injectant juste un peu ponctuellement de l'argent, c'est de la construction de l'économie. C'est que Vital Kamerhe qui a fait l'économie, il sait ce que c'est, ce que je suis en train de dire. L'économie monétaire, ce n'est pas seulement la spéculation, non, il faut de la production pour que l'État tienne. Donc, pour revenir à notre BRICS, c'est une chance pour nous. Pour revenir à ce que vous avez dit, le mouvement en Afrique de l'Ouest, c'est une opportunité pour nous. Moi, je ne demande pas qu'on fasse des coups d'État ici, non. Je demande la prise de conscience. Tshisekedi lui-même l'avait dit aux députés, aux élus, qu'on arrête de se chamailler parce que si on s'entre dedans, on casse ces pays, les autres vont venir prendre, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On est plein dedans. Nous sommes plein dedans. La classe politique ne s'entend pas. Tout le monde a focus sur les élections. Et ce n'est pas les élections qui vont résoudre le problème. On m'a parlé d'un dossier des Clean-Corps. Il faut encore vérifier. Je suis en train de vérifier ça. On risque d'être condamné. Et on va payer des millions de dollars, ayant suscité de ce qu'on appelle les fonds vautours, vont récupérer la créance, on va nous faire chanter. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces belles analyses. En tout cas, ce matin, on n'avait pas envie de terminer, mais vous êtes très sollicité. Oui, on doit aller à notre réunion de l'UNPC pour préparer le congrès des mandats, enfin de Matadi. Pardon. Et je souhaite un très bon week-end à ceux qui nous suivent. Les analyses que nous faisons, c'est pour éclairer l'opinion. Nous voulons que ce pays s'en sorte.
il y a beaucoup de gens qui sont dans la consommation. Consommation, monsieur Ochokoum. Ils consomment peu. Sur 1000 $, on nous donne 2 $. Et on est content. On achète une petite voiture, on a un petit appartement, on achète des petits costumes des Turcs, et on pense qu'on jouit dans notre pays. On ne joue pas du tout. Il n'y a pas de millionnaires congolais. Il y a des millionnaires chinois, indiens. Des vivants en République démocratique du Congo. Oui, qui pompent suffisamment d'argent dans notre pays. Et nous sommes dans la distraction, dans les dialogues, comme on dit. Et il faut que ça change. Enfin, au moins on alerte, comme dit la Bible, que celui qui a les oreilles entende. Vous avez fait votre part, Jean-Marie Kassamba, dans ces dessous des cartes. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Merci. Alonso, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter.